Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, dans la matinale, notre invité est Neil Kawissin. Il est conseiller régional de Bretagne, militant de l'UDB, l'Union démocratique bretonne. Et il est avec nous en direct ce matin. Je l'en remercie. Bonjour. Demadit. Alors, je ne l'ai pas fait en breton, je ne suis pas bretonnant, mais ben le bonjour quand même. Là, je réponds en gallo. Voilà, comme quoi les langues sont bien vivantes et c'est très important. Alors, on va faire l'interview en français, hein, si vous le voulez bien, ce matin. On va parler, on va traiter d'une seule question ce matin, une question cruciale pour la Bretagne, le logement, qui est au cœur de toutes les interrogations, de toutes les craintes aussi. Les Bretons n'arrivent pas à se loger. Et l'UDB a lancé une étude, un sondage, tout à fait récemment, sondage du 23 au 31 janvier 2024, c'est tout récent. Dans la Bretagne historique, la Bretagne a 5 départements, 802 personnes ont été sondées, ont répondu à 8 questions. Et on va commenter ce sondage ce matin, si vous le voulez bien, Neil Kawissin. La situation est désespérée ou catastrophique en Bretagne pour le logement? Voilà, je me fais un peu piquant sur la question. Elle est grave, c'est sûr. Désespérée, je pense qu'il n'y a pas de situation désespérée. Grave par contre, oui, parce qu'on a des gens qui payent très cher pour leur logement, ce qui pèse sur leurs dépenses. Donc, c'est-à-dire c'est des gens qui peuvent rogner sur leurs dépenses d'alimentation, soit manger moins, soit manger de moins bonne qualité. Ça peut expliquer la crise du bio aussi, entre autres choses. Des gens qui peuvent pas répondre à une offre d'emploi parce que pas de logement dans les environs, ou bien qui sont obligés de vivre très loin de leur lieu de travail et donc qui mettent une bonne partie de leur salaire en essence tous les mois. Ça peut être des situations où des enfants sont obligés de rester chez leurs parents, ou des couples qui se séparent sont obligés de continuer à cohabiter. Enfin, plein de situations qui sont vraiment pénibles. Mais je crois pas du tout que ce soit une fatalité. Et on va en parler, mais je pense qu'il y a vraiment plein de solutions possibles pour changer ça. Voilà, on va rester optimiste. Hein. Je vous rassure, effectivement, parler des solutions, c'est important. Alors, il y a le constat à travers cette enquête. D'abord, le statut de résident breton. On en a parlé ici avec vous, Neil Kawissin, autour de ce statut de résident qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup de détracteurs aussi. On a dit, voilà, la Bretagne se referme, les Bretons chez les Bretons. Évidemment, j'ai bien compris que ce n'était pas le cas. Non, alors je vais faire un petit rappel pour les auditeurs sur le principe, c'est de réserver les achats de logements sur un territoire aux personnes qui y vivent depuis au moins 1 an. Mais quelle que soit leur origine ou leur nationalité, c'est pas du tout une question de breton ou pas breton. C'est permettre aux habitants de se loger, en fait. Et ce mécanisme, il permettrait de réduire très fortement les achats de résidences secondaires. Il faut savoir qu'en Bretagne, on en a, si on compte la Loire-Atlantique, plus de 300 000, seulement 250 000 si on compte la Bretagne à 4 départements, la région Bretagne. Et moi, sur le territoire où j'habite, la Nyon-Trégor Communauté, aux dernières nouvelles, la moitié des nouveaux logements construits partent en résidence secondaire, la moitié, ce qui est considérable. Qu'est-ce qui se passe finalement? Les gens ont peur de louer, ont peur de ne pas être payés finalement, ont peur du marché. Le marché est très tendu, donc qu'est-ce qui peut se passer là-dessus? Qu'est-ce que c'est le constat finalement? Le constat, il est multiple, hein, c'est que il y a des raisons objectives pour lesquelles il y a des tensions sur l'immobilier en Bretagne. On a une population qui augmente. On a un nombre de personnes par ménage qui baisse, donc ça veut dire que même si la population n'augmentait pas, il faudrait plus de logements. On peut avoir des réticences à louer, mais bon, je pense que c'est pas si massif que ça, parce que les taux de logement vacants sont quand même pas énormes. Il y en a, hein, mais c'est pas à l'échelle régionale, c'est pas tant que ça finalement. Et puis on a aussi une demande qui vient s'ajouter, qui est pas une demande pour l'habitat à l'année, mais en résidence secondaire ou en location de courte durée type Airbnb. Et tout ça en même temps, ça craque. Ça craque parce que on n'arrive pas à suivre le rythme au niveau de la construction par rapport aux besoins. Et puis comme on veut garder nos terres agricoles, ce que je soutiens à 100%, on va de moins en moins faire de construction neuve sur des terres agricoles. On est en train de freiner là-dessus, et tant mieux. Mais du coup, si on peut plus augmenter la taille du gâteau, ça veut dire qu'il faut mieux le partager. Et actuellement, il y a des choses à dire là-dessus, parce qu'on a une partie de notre parc de logement qui ne sert pas à loger la population. Alors c'est pas un jugement, parce que les gens qui ont fait ce choix avaient le droit de le faire. Ils ont fait de mal à personne. Le problème, c'est que quand on additionne ça dans un territoire où on a des tensions sur le marché du logement, et ben finalement,
on voit que ça contribue à empêcher des gens de se loger. Même si c'est évidemment pas l'intention des gens qui achètent des résidences secondaires, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais de fait, au bout d'un moment, quand on met tout ça bout à bout, on en arrive à cette crise. Alors, crise qui perdure hein, depuis un long moment, qui s'amplifie. On a le sentiment que depuis quelques années, il y a eu une forme d'accélération, qu'avant, on arrivait encore un petit peu à trouver des logements, et on a l'impression que là, ça devient vraiment très difficile. Alors, effectivement, il y a eu une accélération. Ça fait longtemps que le marché immobilier était orienté à la hausse en Bretagne, hein, on en parlait. Je me souviens qu'en 2019, déjà, il y avait un peu d'articles dessus, mais c'était une hausse qui était relativement lente. Et puis, en 2020, après le premier déconfinement, il y a eu une explosion tout d'un coup, une explosion de demande pour la Bretagne, à la fois des gens qui venaient s'installer et des gens qui achetaient des résidences secondaires ou qui hésitaient un peu, ou des achats d'opportunités dans l'objectif de revendre plus cher ensuite. Et tout ça s'est emballé, clairement. Et comme ça tombe pile au moment où on commence à mettre le coup de frein sur l'étalement urbain, et ben finalement ça démultiplie les effets. Voilà, c'est pas en soi des causes qui sont fondamentalement nouvelles, mais tout ça s'additionne et là le modèle ne tient plus. Le modèle ne tient plus, et s'il n'y a pas des réformes de fond sur le marché de l'immobilier, on va avoir une partie grandissante de la population qui va être exclue en fait, non seulement de l'achat, mais aussi de la location. Alors le prix de l'immobilier, c'est quelque chose de crucial aujourd'hui. Il en est question dans l'étude. Vous le disiez à l'instant, Neil Kawissan, les prix de l'immobilier ne cessent d'augmenter, et automatiquement ce sont les populations les plus fragiles, les plus précaires qui n'arrivent pas à se loger. Les jeunes couples qui démarrent dans la vie, ou les personnes qui commencent à entrer dans la vie active, qui ont besoin de se loger ou de fonder une famille, c'est une inquiétude. C'est une grande inquiétude, effectivement. Et une des raisons pour lesquelles on a posé cette question, c'est de voir quel était en fait le degré de solidarité des Bretons. Parce qu'on a beaucoup de gens qui sont déjà propriétaires, c'est aussi mon cas. On pourrait dire que nous, la hausse des prix, quelque part... ça nous touche pas, et puis à la limite le jour où on vendra plus cher. Bon, par contre si on rachète après c'est plus cher aussi, mais voilà, c'est pas forcément un cercle vertueux. On se demandait un peu si on aurait uniquement les plus précaires qui répondraient que les prix sont trop élevés, ou un peu tout le monde. Et la réponse est plutôt un peu tout le monde, puisqu'on a 77% de gens qui trouvent que c'est trop cher. Ça veut dire que même des gens qui sont pas directement touchés parce que déjà propriétaires par exemple, et qui pourraient presque profiter de la situation, se disent non, ça va pas. Et je pense que la plupart des gens maintenant ont compris que c'est un problème pour toute la société, et que même si nous, à titre personnel, on n'est pas touché parce qu'on a déjà un logement et qu'on ne le payera pas plus cher, si autour de nous l'économie s'effondre parce qu'il n'y a plus personne pour travailler là, c'est un très gros problème. Problème qui empiète aussi sur la politique régionale. Comment faire en sorte que tout le monde se loge et puisse se loger. Et puis sur la politique tout court aussi, on entend beaucoup de mots parfois durs. On dit voilà, ils ont des aides et ils peuvent se loger. Moi, j'ai pas d'aide, je peux pas me loger. Ça crée aussi une tension qui va au-delà du logement. Il y a effectivement une tension. Si jamais le monde politique en général n'arrive pas à proposer des solutions fortes, on va avoir des divisions accrues dans la société. Moi, je l'ai entendu, hein, le problème, c'est les gens qui arrivent de l'extérieur, les Parisiens ou les immigrés ou tout ça. C'est assez difficile de construire ce discours face à des gens qui sont eux-mêmes en vraie difficulté de logement. Ce que je réponds souvent, c'est qu'en fait, on a les logements pour les accueillir. On les a. Enfin, on les a. Ils existent. Et que c'est la manière dont on les utilise, dont on les répartit qui pose problème. Et puis, je reviens sur la question de l'immigration 5 minutes. C'est pas seulement dans l'intérêt des immigrés d'arriver chez nous, c'est aussi un peu dans notre intérêt à nous, parce que on est un pays quand même très vieillissant. Tant mieux que l'espérance de vie augmente, hein, bien sûr, mais voilà, on voit bien que démographiquement, si on n'a pas les immigrés dans les 15-20 ans qui viennent, ce sera la retraite à 75 ans pour tout le monde. Hein. On devient je le dis un peu brutalement, mais... on devient un petit peu comme le Japon, finalement, avec une population qui ne se renouvelle pas. C'est ça, et donc on a besoin, je pense qu'on a besoin d'accueillir des immigrés. On a autant besoin d'eux que eux ont besoin de nous. Et je ne crois pas que la solution au problème du logement, ce soit de dire non, on reste entre nous, point barre. La question, ça doit vraiment être, un peu de construction évidemment, parce qu'on va continuer à en faire un petit peu, il n'est pas question d'arrêter complètement, mais aussi de la régulation du marché et de la solidarité. On parle finalement aussi d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on a des villages où il y a plein de petites maisons, il y a ces fameuses dents creuses dans les villages où on dit, voilà, on pourrait peut-être construire du logement social. Est-ce qu'on
construit assez de logements sociaux aujourd'hui en Bretagne? Alors, non, on ne produit pas assez de logements sociaux, ça c'est bien connu. Ça fait des années que il y a eu un grain de sable qui s'est mis dans le mécanisme, hein, avec la baisse des appels qui a été compensée en fait par une ponction sur le budget des bailleurs sociaux. Et non, on ne produit pas assez de logements sociaux globalement. Et comme on ne produit plus assez de logements sociaux dans un contexte où le marché libre est en surchauffe, ben ça crée un embouteillage parce que les gens qui sont dans le logement social n'en sortent plus parce qu'ils savent qu'ils ne trouveront pas ailleurs, c'est vrai, donc ils restent. On produit peu de nouveaux logements sociaux et à côté de ça, la demande est très forte puisque des gens qui auparavant pouvaient louer sans problème ou pouvaient accéder à la propriété, tout d'un coup ne peuvent plus et veulent se rabattre sur le logement social. Donc là, le logement social, il est victime de la crise du logement globalement, en plus de sa propre crise de financement. Alors, est-ce qu'il faut réglementer, peut-être être un peu plus coercitif, alors que ce soit au niveau national ou plus près de nous, à l'échelle régionale? Alors oui, je pense qu'on a besoin de plus de régulation et d'en faire aussi justement à l'échelle locale et régionale, parce que aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un vide dans la politique du logement avec un gouvernement qui a du mal à s'en saisir, ou qui ne veut pas, ou qui ne se rend pas compte de la gravité de la situation, et qui réagit trop peu et souvent trop tard. Je prends par exemple l'exemple des zones tendues. Il y a encore un an, en région Bretagne, il y avait 0 commune classée zone tendue. Donc ça permet de réguler Airbnb, de mettre une petite surtaxe sur les résidences secondaires pour produire du logement accessible. Il y a un encadrement des loyers qui va avec aussi. Enfin, il y a des mesures qui ne sont pas révolutionnaires, hein, et dont on peut trouver qu'elles ne vont pas assez loin, mais qui existent. C'est mieux que rien. Et ben, on avait 0 commune sur la région Bretagne et sur la Bretagne entière avec Nantes, on en avait quelques-unes autour de Nantes. Il a fallu faire beaucoup de manifs pour que l'État se décide, le gouvernement se décide à les étendre. Hein. La région Bretagne l'avait demandé d'ailleurs depuis un moment. Et quand ça s'est fait, on a eu un classement qui était toujours très restrictif, certes. On a eu des communes classées en Bretagne autour de Rennes et puis quelques communes littorales, mais on est très loin de la situation objective de la tension aujourd'hui. Lannion, pas zone tendue. Douarnenez, pas zone tendue. Brest, pas zone tendue. Lorient, pas zone tendue. C'était il y a 10 ans, ça. C'est plus maintenant. Et quand en plus on sait que c'est des outils qui ne suffisent pas et que même ceux-là, on les compte très chichement, là il y a un souci. On a l'impression que les gens qui ont fait le tableau Excel des communes zones tendues n'ont pas conscience de ce qui se passe en Bretagne aujourd'hui. Et si la région Bretagne avait eu le pouvoir réglementaire de définir le zonage, on en aurait beaucoup plus aujourd'hui. Ça aurait même sans doute été un peu plus loin parce que ce que souhaitait faire la majorité régionale, dont je ne fais pas partie mais avec laquelle je suis d'accord sur ce sujet, c'était carrément dézoner, c'est-à-dire prendre les mesures, la taxation des résidences secondaires, la réglementation d'Airbnb, etc., et permettre à toutes les communes qui veulent de le faire, ce qui serait pas mal, parce qu'on peut se dire que là où c'est pas la peine, les maires le feront pas. Oui, voilà. Alors, justement, cette politique, elle doit aussi encadrer, hein, c'est ce que vous disiez, et il y a la limitation du nombre des résidences secondaires et des meublés de tourisme en Bretagne, ça a été aussi une des questions de cette enquête. Là aussi, on a beaucoup de meublés en Bretagne, mais finalement, ça ne change pas grand-chose par rapport à la situation, là encore, de pouvoir se loger. Effectivement, on a 79%, c'est la réponse la plus haute dans le sondage, 79% des sondés qui seraient d'accord pour qu'on limite à un logement en location de courte durée type Airbnb par propriétaire. C'est-à-dire qu'on ne l'interdit pas, c'est-à-dire que typiquement, le retraité modeste qui habite en zone rurale et qui a de la place et qui veut faire un peu de Airbnb, il peut. Mais par contre, ça contrecarre des stratégies d'investissement qui consistent à acheter des immeubles entiers pour tout basculer en Airbnb. Enfin, un immeuble entier, ça arrive peut-être pas beaucoup, mais en tout cas des stratégies d'achat multiples qui... Là, on est sur une forme de spéculation, finalement. De spéculation, oui, enfin, de stratégies d'investissement. Et... qui peuvent même être conseillés par certaines banques, parce que effectivement, si on regarde uniquement les comptes, c'est parfois le plus rentable. Et à Saint-Malo, on a une mesure qui bride considérablement ces possibilités-là, avec un par propriétaire, et en plus des quotas par quartier. Et bien ça, aujourd'hui, selon ce sondage en tout cas, les Bretons sont massivement prêts à voir ça dans les autres villes bretonnes. Et je pense qu'il y a besoin, et qu'il ne faut pas attendre d'en arriver au niveau de Saint-Malo, parce qu'évidemment, on entend, mais oui, mais à Lannion à Brest, on n'en est pas au niveau de Saint-Malo. Non, mais ce serait bien de réagir avant d'y être, parce qu'il y a déjà des stratégies d'investissement qui se déploient en Bretagne depuis quelques années et qui retirent des logements du marché de la location.
Alors, dans ce sondage, il y a aussi la transformation de résidences secondaires en logements sociaux. On parlait tout à l'heure des logements sociaux, ils ne sont pas assez nombreux en Bretagne. Est-ce qu'il y a une forme de solidarité finalement des Bretons qui sont prêts peut-être à avoir cet aspect social dans la location ? Alors effectivement, on a 47% favorables et 41% contre, donc c'est notre question la plus clivante, mais en même temps il y a quand même une majorité de oui. Je pense avec le recul, et là je fais un petit mea culpa, qu'on n'a peut-être pas été assez précis dans la question, parce que après avoir publié le sondage, il y a des gens qui ont dit mais on va quand même pas exproprier des dizaines de milliers de propriétaires. On peut très bien le faire sans exproprier, hein, et dans notre esprit c'était plutôt ça, c'est-à-dire en utilisant le droit de préemption, puisque il y a un turnover dans les résidences secondaires, hein, à peu près la moitié ont changé de main ces 10 dernières années selon l'INSEE. Donc en utilisant le droit de préemption, c'est-à-dire en acquérant de manière obligatoire le bien au moment où il est mis en vente, donc la personne n'est pas expulsée de son bien du tout, hein, on pourrait comme ça constituer un parc de logements qui pourrait par exemple servir à faire du logement social. Alors pourquoi c'est pas gratuit de dire ça comme ça? C'est parce que comme on l'a vu, on a des difficultés de construction et des difficultés d'accès au foncier. Le grand souci dans les années qui viennent pour le logement social, c'est en plus du problème en soi du financement, c'est sur quel foncier on va faire ça et à quel prix on va trouver ce foncier, parce que la concurrence sur le foncier constructible restant ne fait que s'aggraver. Et donc quelque part, aller prendre des logements qui existent déjà, évidemment en les payant, hein, aux propriétaires, voilà. Il ne s'agit pas d'une spoliation, ça permettrait en fait de contourner ce problème du foncier. Et puis un avantage sur le fait de cibler les résidences secondaires au moment où elles sont mises en vente, c'est que si on fait du logement social, on a l'assurance que ce sera de la résidence principale après. Voilà. Donc c'est pas le même mécanisme que le statut de résident, c'est une autre méthode possible. On peut faire les deux en même temps, on peut faire que l'un ou l'autre, on peut chercher d'autres solutions encore. Mais tout ça pour montrer que des solutions politiques, on peut en trouver. On peut en trouver et c'est pas farfelu. Ça peut fonctionner techniquement. Après, il faut y allouer des ressources finalement. Et il faut de la volonté. On est bien d'accord. Alors, il y a aussi l'aspect fiscal, question également dans cette enquête, autonomie législative et fiscale de la Bretagne. Alors là, on va rentrer, si vous me permettez, dans le dur, dans le vif du sujet. Est-ce que demain, une Bretagne plus autonome permettrait justement peut-être d'avoir une fiscalité, on va dire, mieux répartie et avoir aussi une influence sur le logement en Bretagne, en tout cas sur la capacité des Bretons ou ceux qui viennent en Bretagne de se loger? Moi j'en suis convaincu, je pense que ça peut être très utile de pouvoir adapter la loi et la fiscalité pour tout ce qui touche à la vie quotidienne. Pas sur les droits fondamentaux, parce que c'est important que sur les droits fondamentaux il y ait un socle commun, au niveau français, même européen, et idéalement mondial si on en avait la possibilité. Mais pour tout ce qui touche de choses comme le logement, comme les transports, comme la santé aussi dans une certaine mesure, on a quand même des particularités territoriales fortes, les enjeux ne sont pas les mêmes partout en France, et on a parfois une vraie difficulté de l'État centralisé à répondre en temps et en heure aux problèmes et de manière adaptée. On l'a vu tout à l'heure sur l'exemple des zones tendues, mais bon, je crois que c'est Bayrou qui disait que plus de la moitié des ministres actuels sont franciliens. Bon, ils ne savent pas très bien ce qui se passe chez nous, à mon avis. Il n'y a pas assez de représentativité des ministres des différents territoires. Non, clairement, il y a quand même un biais territorial dans la manière dont le pouvoir est exercé aujourd'hui en France. Et pour des raisons démocratiques et pour des raisons d'efficacité, je pense que avoir une part de pouvoir législatif, fiscal et réglementaire en Bretagne, ça nous aiderait beaucoup à répondre à certaines crises et ça donnerait un débouché politique à des débats qui n'en ont pas. Le débat sur le logement aujourd'hui en Bretagne, il a peu de débouchés politiques et c'est pour ça qu'il est aussi tendu, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui occasionnellement basculent dans des actes illégaux type incendie de logement ou ce genre de choses. C'est que il y a un enjeu qui est très fort. Et c'est comme s'il n'y avait pas d'espace politique pour y apporter des réponses, parce que l'État est trop loin et réagit de manière très décalée, même s'il y a quand même des réactions, on est quand même en démocratie heureusement, mais elles sont très décalées par rapport à la situation qu'on vit. Et des échelons locaux avec des maires, des comités de communes, des départements, des régions, où les élus sont quand même plus directement, je dirais, pris à part et conscients du problème, mais n'ont pas toujours les manettes pour répondre. Et ce décalage-là, il est dangereux, je pense. Ça pose aussi la question des moyens. Une région comme la Bretagne n'est pas une région riche. Voilà. Est-ce que l'État doit mieux aider ces régions pour qu'elles puissent faire
permettez-moi le terme, mais le travail sur le terrain? Je pense effectivement que l'État devrait beaucoup décentraliser ses crédits. Et c'est pas l'égoïsme régional pour dire ça, parce que ça peut très bien être fait avec une péréquation nationale, avec une solidarité nationale. Hein. C'est pas les Bretons gardent leurs sous, les Alsaciens gardent leurs sous, mais que l'argent soit beaucoup plus géré auprès des gens, en fait. Et ça permettrait, à mon avis, de combattre des inégalités. Sur le budget agriculture, par exemple, quand on voit les aides distribuées qui se concentrent de manière disproportionnée sur l'Île-de-France, ça c'est tous les ans ou tous les 2 ans on a ce débat-là parce que les chiffres sortent, mais ça continue. Sur le contrat de plan État-région pour le volet transport, l'Île-de-France a eu beaucoup plus en euros par habitant que la Bretagne. Bien sûr qu'il y a des besoins en Île-de-France, je le nie pas. Mais en Bretagne aussi on a des besoins, on a des lignes qu'on aimerait bien rouvrir et on peut pas. Oui, la ligne de chemin de fer, c'est important pour la mobilité, parce que c'est aussi une des grandes questions. Il y a le logement, il y a la mobilité, on s'éloigne un peu de l'étude, mais finalement tout ça est lié. Je rêve de voir un jour rouverte la ligne Auray-Saint-Brieuc, qui passe par Pontivy-Loudiac, qui dessert le centre-Bretagne, qui connecte la côte nord à la côte sud, qui ferait que quand on veut se déplacer en train, on n'est pas obligé de passer par Rennes ou Brest pour faire un Guingamp-Lorient, par exemple, et puis qui desservirait des villes, qui desservirait un territoire qu'on a besoin, à mon avis. Mais bon, pour la remettre en état et la rouvrir au trafic voyageurs, ça coûte pas mal de millions d'euros. Hein. J'ai pas le chiffre exact, mais bon, si on ne gère pas des moyens conséquents en région, on n'y arrivera pas, parce que ça fait plusieurs CPER que l'État ne met pas l'argent pour faire ça chez nous. Et je pense que si les Bretons avaient cette enveloppe, ils décideraient de l'utiliser pour ce genre de projet. En tout cas, ils auraient la possibilité de le faire. Ça pose aussi la question de la territorialité. On parlait tout à l'heure de la Bretagne administrative, la région Bretagne avec ses 4 départements. Et la région historique. Je voulais poser déjà la question, Neil Kawissin. Je connais déjà la réponse, mais allez, je vais faire un peu de coquetterie. Il faut absolument faire revenir la Loire-Atlantique en Bretagne. Je n'ai pas changé d'avis à ce sujet, oui. Je n'en doute pas. Moi, je crois qu'il y a une vraie cohérence à la fois culturelle, politique, économique dans cette Bretagne à 5, historique bien sûr, je le précise même pas. Enfin, si je viens de le faire, mais c'est pas trop la peine. Oui, je pense qu'il est vraiment temps d'organiser un référendum sur ce sujet. Et on voit par exemple, c'est un des enseignements du sondage, que les réponses de la Loire-Atlantique sont pratiquement la même. Il n'y a pas d'écart significatif entre ce que demandent les gens de Loire-Atlantique en matière de régulation de l'immobilier et ce que demandent ceux des 4 autres départements bretons. Je pense que là, on a vraiment une séparation qui est artificielle. Alors, retour à un territoire historique, on va reprendre le mot, et aussi peut-être un aspect économique différent. Là, on voit un grand débat. Si Nantes quitte les Pays de la Loire, comment le reste des départements va pouvoir vivre? Là aussi, il y a une grande question économique à poser. Alors, précisons quelque chose. Si la Bretagne est réunifiée, il n'y aura pas de barbelés érigés à la frontière avec la Vendée ou l'Anjou. Et des gens de Vendée ou d'Anjou qui veulent aller travailler à Nantes ou aller y faire des emplettes auront toujours le droit de le faire, hein, évidemment. Voilà, il n'y aura pas de mur dirigé. Non, bien sûr. Après, je pense qu'un territoire comme la Vendée peut avoir sa dynamique propre. Il y avait un sondage qui avait été fait il y a quelques années qui montrait qu'une majorité de Vendéens serait favorable à une région Vendée, par exemple. Et c'est vrai que voilà, on a en plus un tissu économique en Vendée qui est assez équilibré, y compris en milieu rural, où en fait c'est pas une campagne désolée qui ne pourrait vivre que dans l'ombre de la grande ville de Nantes. C'est autre chose aussi, la Vendée. Et la même chose pour l'Anjou, pour la Mayenne, c'est des territoires qui ont aussi beaucoup à voir avec ces vrais pays de la Loire, c'est-à-dire pour moi c'est la région centre en fait, avec Tours, avec Orléans, et ça n'empêcherait pas d'avoir évidemment des coopérations interrégionales avec eux. Il faut le revoir, ce plan régional qui avait été fait, en tout cas dessiné du temps du président François Hollande. Oui, c'est une question de démocratie, parce que cette carte n'a jamais été faite de manière démocratique. Et, alors évidemment, si on considère que les régions sont que des échelons techniques, on s'en fiche, mais moi, comme il se trouve que je fais partie d'une sensibilité politique qui voudrait donner beaucoup plus de pouvoir aux régions, et c'est aussi la volonté de la majorité des Bretons, il est essentiel que cet échelon soit approprié par la population qui veuille dire quelque chose pour les gens. Il faut des rééquilibres finalement des territoires, un rééquilibre des territoires.
Oui, oui, ça on en est convaincu à l'UDB. Il faut que les investissements publics soient beaucoup plus équilibrés et qu'il y ait même des plans de rattrapage parce que certaines zones ont connu un vrai décrochage ces 20 dernières années, même plus pour certaines. C'est pas seulement pour faire joli sur une carte quand on parle de rééquilibrage, c'est la vie des gens, c'est-à-dire que les déséquilibres sont mauvais dans les deux sens. Quand des métropoles sont saturées, ça crée plein de problèmes, des explosions du prix du logement, des transports saturés, de la pollution de l'air, etc. À l'inverse, quand un territoire est désertifié et que tous les services publics ferment, eh ben, c'est pas génial non plus. Tandis que souvent, les gens aiment bien vivre dans des endroits où il y a des services publics et de l'emploi, mais où ils n'ont pas l'impression d'être complètement entassés non plus et où le logement reste à peu près accessible et où il n'y a pas des heures de bouchon tous les jours. C'est un peu la carte postale de la Bretagne, mais c'est une réalité. En tout cas, même si elle est un peu fragile, cette réalité, elle existe encore. Et les études montrent que les territoires où les gens ont le plus envie de vivre, c'est des territoires maillés par des petites villes ou des villes moyennes. Alors, il y a toujours de la place pour des grandes villes, mais n'y entassons pas tout le monde, y compris dans l'intérêt des gens qui sont déjà dans les grandes villes. Il vaut mieux pas mettre tout le monde au même endroit, tout simplement. En tout cas, la Bretagne est attractive, on le voit. Alors, après la Covid, ça a été un peu l'explosion, hein, vous le disiez tout à l'heure, la demande impérieuse, allais-je dire, pour pouvoir s'installer en Bretagne. Est-ce que finalement, la Bretagne n'est pas un peu victime de son succès ? On peut sûrement dire ça. C'est-à-dire qu'il y a une très forte attractivité qui a à la fois des avantages et des inconvénients, et je trouve que les inconvénients en ce moment se font beaucoup sentir. C'est le cas sur la situation du logement en particulier. Il y a aussi un problème avec cette attractivité démographique, c'est qui vient, parce qu'évidemment on filtre pas qui vient, mais ça a des conséquences sur la société, et on a quand même beaucoup de retraités qui arrivent. Et la question de la cohésion sociale se pose quand même, parce qu'une société ne peut pas vivre qu'avec des retraités. Et si on a de moins en moins de gens en âge de travailler et qu'en plus ils ne trouvent pas à se loger, et qu'on a de plus en plus de retraités qui vont avoir besoin d'aide à domicile, de soins ou de soins en établissement, etc. Mais comment est-ce qu'on va gérer ? On a besoin d'accueillir, certes, mais d'accueillir plus de jeunes ou de familles, ou d'actifs en général. Et pour ça, il faut une politique qui leur facilite les choses en termes d'accès au logement et au déplacement. On va devoir s'arrêter là, Neil Kawissin, le temps imparti. Même en Bretagne, l'horloge va vite. On peut la trouver, vous, cette étude ? Alors, elle va être mise en ligne sur le site de l'UDB. Je ne sais pas si c'est déjà fait aujourd'hui, mais c'est prévu. En tout cas, ce sera très prochainement accessible. Il y aura la version graphique avec les camemberts et tout ça, les pourcentages, et la version détaillée aussi. C'est très intéressant d'aller regarder les réponses par catégorie, parce qu'il y a les catégories d'âge, socio-professionnelles, électorales aussi. Et je finirai là-dessus, sur le statut de résident. Un projet qui a été décrit comme extrêmement clivant. Quand on regarde dans ce sondage, non seulement les 3/4 des sondés sont d'accord, mais on retrouve une homogénéité dans toutes les catégories. Âge, vote, catégorie socio-professionnelle, on a une majorité à chaque fois, partout. Donc c'est pas un projet si clivant que ça, en réalité. Je considère que c'est plutôt un projet rassembleur aujourd'hui. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Neil Kawissin, vous reviendrez évidemment. Avec plaisir. On prolongera la discussion et le sujet. Il y a tant à dire. Neil Kawissin, conseiller régional de Bretagne, militant de l'UDB, l'Union démocratique bretonne, était avec nous ce matin. Merci infiniment. Merci Brass. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.